Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une question-réponse. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de question-réponse et en plus pour aujourd'hui j'ai la joie de ne pas être tout seul, d'être en compagnie de Fred Évrard. Bonjour Fred. Salut Thierry. Bonjour à tous. Fred, vous l'avez certainement déjà vu témoigner sur ma chaîne, mais pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, rencontré ou découvert ta chaîne, parce que tu as ouvert aussi une chaîne YouTube, tu pourrais nous raconter qu'est-ce que tu fais assis à côté d'un gourou charlatan de la santé. Toi qui es avec sérieux en plus. Ouais, j'essaye. Mais écoute, c'est pas difficile, hein. J'ai découvert tes vidéos alors que j'étais gravement malade. Et au fur et à mesure de mes recherches pour essayer de me sortir de cette situation, on en parlera sûrement tout à l'heure, j'ai découvert que ce que tu disais, c'était pas si bête que ça. Et que je pouvais compter sur une bonne partie de ce qu'il y avait dans ton contenu pour m'aider à sortir de cette situation difficile. Et ça a marché. Donc ça a marché, du coup je t'ai contacté, je t'ai raconté mon histoire et puis on a sympathisé. Et puis un jour je me suis dit quand même, ce gars-là il m'a un peu sauvé la vie, je vais peut-être aller le voir. Oui, d'ailleurs je te remercie parce que tu habites aux États-Unis, en Caroline du Sud. Ouais. J'ai bien retenu la leçon. Ouais. Donc, alors je sais où est la Caroline du Sud. Et voilà, lors d'un petit passage en France, ça fait longtemps d'ailleurs que tu n'étais pas revenu en France. Ouais, ça faisait 4 ans. Ouais, je te remercie d'avoir poussé dans les terres catalanes. Merci de m'accueillir. Tu parles d'une situation un peu compliquée au niveau santé, cancer du côlon. Oui. Donc en septembre 2020. J'ai été diagnostiqué d'un cancer du côlon de stade 3 avec un gros facteur génétique puisque les hommes dans ma famille du côté paternel sont relativement touchés par cette maladie. Tu dis ils sont tous morts d'un cancer avec un cancer du côlon. Mon père est décédé d'un cancer, mon grand-père est décédé d'un cancer, donc il y a vraiment une grosse histoire familiale. Et puis comme souvent, il y a un terrain et puis sur ce terrain il y a une fatigue. Et sur cette fatigue, il y a un stress. Oui. Donc moi, ça a été vraiment la cascade de ces trois choses. Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que tu m'as dit qu'on a échangé ensemble. Ouais, tu es professeur d'arts martiaux, oui. Formé à la médecine chinoise, à l'acupuncture. Des notions d'hygiène de vie, tu les avais plus que bien établies. Ouais, c'est-à-dire que tu as plutôt une alimentation, il me semble, relativement clean, en rythme de vie. Enfin, tu connais les piliers de la santé. Oui. Ouais, mais si tu veux, j'ai eu peut-être la naïveté ou la bêtise, je sais pas, de croire que mon hygiène de vie allait de la manière dont je la comprenais à l'époque, allait régler ce problème de famille, si tu veux. Dans la médecine traditionnelle, on appelle ça des quoi et des fantômes. Ce sont des choses qui se transmettent et en fait, ça reflète tout simplement des habitudes, des croyances, etc., qui se transmettent à l'état familial. Et donc, j'ai pensé que ces quoi et que ces fantômes, j'arriverais à les distancer avec une hygiène de vie qui était relativement correcte, loin d'être parfaite, mais correcte. Et non. Donc, mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de café, je consomme pas de junk food, j'ai jamais bu de coca. Habitant aux États-Unis. Ouais. Tu mérites pas ta carte verte. Mais depuis gamin, tu vois, même gamin, j'ai jamais touché à ces choses-là. J'ai toujours été attiré par une hygiène de vie correcte. Mais voilà, il y avait peut-être pas tous les piliers en place. Il y avait des choses bien sûr que j'ignorais. C'était le facteur stress, hein, puisque donc tu es professeur d'arts martiaux. Oui. Tu as créé des écoles d'arts martiaux. Ouais. Tu me dis un peu plus d'une vingtaine dans le monde. Mm-hmm. Donc amené à beaucoup voyager. Oui. Tu es aussi entraîneur dans différents corps de l'armée, forces spéciales et ainsi de suite. Hein. Enfin voilà, sans vouloir griller ta couverture. Non mais voilà, donc tu étais amené à intervenir un peu partout. Donc j'imagine beaucoup de décalage horaire, beaucoup de déplacements, voilà. Ouais. Et je crois que ça a été vraiment la base qui a épuisé le terrain. Ça a été les voyages avec mon épouse. Donc on a développé un style d'arts martiaux et de là des licences avec des écoles qui s'ouvrent un petit peu partout dans le monde et énormément de voyages. On a fait donc tout a commencé en 2002. 2002, on a fait un tour du monde de 4 ans sans se poser, sans jamais rentrer à la maison. Et à l'issue de ce tour du monde, on s'est installé à Singapour pendant 10 ans. Et de Singapour, on a essaimé un peu partout dans le monde. On était dans les avions 6 mois par an, quoi. D'accord. Donc grosse fatigue, épuisement des glandes surrénales. Enfin bon, tu connais tout ce qui se passe avec le trop de voyage. Et je pense que ça a énormément participé à épuiser le corps.
Et de là, la crise Covid est arrivée. Oui. Gros stress pour moi, qui voyait les écoles se fermer les unes après les autres, les écoles d'arts martiaux. Oui, à cause du confinement, voilà. Un travail de 20 ans détruit à cause de 3-4 décisions politiques. Et voilà, je pense que tout ça, ça a joué, ça a participé à allumer la mèche, si tu veux, du cancer qui était peut-être dormant un peu plus chez moi que chez d'autres. Et voilà, donc en septembre 2020, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du côlon et du rectum de stade 3, avec une tumeur de 10 cm. Qui couvrait les muscles sphincters anaux, l'ensemble du rectum et, et la fin du côlon, pardon. D'accord. Et quand on te pose ce diagnostic, qu'est-ce que tu fais? Déjà, c'est la claque. Je pense que comme beaucoup, il y a un énorme stress. On peut dire que pendant 3 jours, je m'écroule. Je mange plus, je ne fais plus rien, je reste au lit. Je suis en France, donc je suis venu en France pour faire des examens. Ma femme était restée aux États-Unis. Et à l'issue de ce diagnostic, le pronostic n'est pas non plus top, puisqu'on me dit que avec un cancer tel que le mien, j'aurais 50% de chances de survie, mais avec mon histoire familiale plus la taille de la tumeur, les chances descendent à moins que ça, 30-40%. Le protocole, il était déjà établi, c'était 24 séances de chimiothérapie, de la radiothérapie sur une période qui peut aller jusqu'à 6 mois, avec des breaks bien sûr entre. Et à l'issue de tout ça, une opération très lourde qui consistait à m'enlever la fin du côlon, le rectum, les l'anus, donc avec une poche pour le reste de ma vie. Avec une qualité de vie qui allait vraiment se dégrader. Tout à fait. D'accord. Et face à ça, toi, tu as choisi de pas suivre ce chemin. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que t'es pas parti dans cette direction? C'est le pronostic et le protocole. Les chances de m'en sortir avec une qualité de vie normale. Et face à la lourdeur du protocole, en plus, ils voulaient tout me faire tout de suite à l'hôpital en France. Ils m'ont dit c'est urgent, on vous pose une pompe et puis on vous met sous chimio tout de suite. Moi, je leur dis non, j'habite pas là. Ma femme est chez moi, mon chien est chez moi. C'est les deux personnes que je veux voir vraiment dans cette situation, avec qui je veux passer du temps. Donc je rentre chez moi. L'oncologue, il s'arrachait les cheveux, Il me disait, mais monsieur Évrard, vous n'avez pas le temps, Et puis le temps que vous retourniez aux États-Unis, vous refassiez tous les tests, parce qu'ils vont pas vous croire sur parole, ils vont tout vous refaire. Je dis, ça m'est égal, je rentre chez moi. Donc, contre avis médical, je suis rentré chez moi. Le temps d'avoir un billet, ça a un peu traîné. Voilà, une semaine plus tard, j'étais chez moi. Là, je vais au centre d'oncologie de Caroline du Sud, là où j'habite. Ils me refont les mêmes examens, le diagnostic est le même, le pronostic est le même, le protocole est le même. Et là, je leur dis, plusieurs personnes m'ont parlé du centre Hippocrate. Donc, je leur dis, non, je vais d'abord aller faire un tour là-bas et on verra quand je rentre. Pareil, le mec s'arrachait les cheveux. Je suis parti au centre Hippocrate en leur racontant mon histoire. Ils m'ont dit, pas de problème, on va vous mettre sous une alimentation strictement crue, aucun sucre, même pas de fruits, avec des activités, de la respiration, etc. Tout un tas de choses. Et en étant là-bas, première semaine, j'étais tellement faible, tellement épuisé, que j'ai rien fait de leurs activités, j'ai même pas été manger toute la bonne nourriture crue qui nous attendait. Et donc la deuxième semaine, ils sont venus me voir, très très honnêtes, très 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 sympas. Ils m'ont dit, on va pas vous prendre votre argent pour rien, Ce que vous faites là, vous êtes prof d'arts martiaux, vous pourrez le faire chez vous, Vous aurez la volonté. Tu t'es lancé dans une sorte de jeûne. J'ai fait un jeûne, à l'eau de 3 semaines. 21 jours quand même. Non pas que j'étais parti pour ça à la base, mais la cure de crue au centre Hippocrate était de 21 jours. J'ai pas pu en profiter parce que j'étais trop faible. Donc je me suis dit 21 jours, ça doit être un bon chiffre. On va continuer là-dessus pour le jeûne. Et je suis rentré chez moi et j'ai terminé mon jeûne. D'accord. Et au bout de ces 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a évolué? Alors j'ai refait toute une batterie de tests avec prise de sang, IRM, etc. Une semaine après avoir fini mon jeûne de 21 jours. Et la tumeur avait réduit de quasiment 50%. Elle était passée de 10 cm à 5,5. D'accord. Et comment réagit le corps médical en voyant ça? Alors écoute, j'ai une très bonne amie que je connaissais d'avant le cancer, qui travaille dans ce centre, qui elle m'appelle en douce, qui est infirmière, et qui me dit, écoute, ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas oncologue, je n'ai pas le droit d'analyser ton IRM, mais d'après ce que je vois, ta tumeur a réduit de 50%. Donc j'étais super content. Oui, c'est très nouvelle. Évidemment, ça encourageait tout ce en quoi je croyais. Oui, ça venait valider la démarche que tu avais faite, y compris contre avis médical. Tout à fait. Par contre, arrivé devant l'oncologue, il regarde mon rapport d'IRM, il me regarde et il me fait « Ouais, ça a un peu réduit, mais pas grand-chose. On va continuer sur le programme chimio, radio et opération, parce que sinon, vous vous en sortirez pas. » Et là, je lui ai dit « Donnez-moi un mois pour réfléchir. Vu qu'elle a quand même réduit, je vais réfléchir d'abord. » Le mec m'a dit oui.
Et enfin, il m'a dit oui, il avait pas son mot à dire, mais bon, il était ok d'attendre un mois. Et je suis rentré chez moi et je suis passé, après moult recherches, je suis passé sur une diète cétogène, ce que j'appelle une diète cétogène modifiée, c'est-à-dire que pas autant de graisse qu'une diète cétogène classique, mais principalement produits animaux de très haute qualité, des bonnes graisses et un maximum de jus de légumes de saison et bio. Donc ça a été... Pas de sucre? Aucun sucre, même pas des fruits. Même pas des fruits. Alors, mes recherches entre-temps... Tu fais partie de l'école d'Agui. Oui et non. Oui et non. Rigole, petite non, dédicace en fait, à Guy. Je vais te dire, salut Guy. Je vais te dire très franchement, j'étais très attiré par les fruits. D'accord. Mais bon, j'ai pas voulu prendre de risques. Je me suis dit, voilà, toutes les recherches que j'ai faites nous disent pas de sucre. Toutes les recherches sur le fructose ont été faites sous un microscope en laboratoire et jamais avec des vrais fruits. Donc, ne sachant pas, j'ai pris la décision de ne pas consommer de fruits. C'est ce qui me permet, moi, de moduler quoi, ce conseil qu'on donne. Voilà, pas de fruits, pas de sucre et même pas de fruits en cas de cancer. Après, personne qui doute, au moins tu t'en prends pas, tu sais que tu prends pas de risque. Voilà. Donc, c'est aussi jouable comme ça, en tout cas dans la phase de crise, la phase aiguë. Ouais. Voilà. Ça a été vraiment ma démarche. Ça a été, ok, je vais coller à ça, je me pose pas de questions. Okay. Donc, contre les croyances populaires qui disent que la viande rouge donne le cancer, moi je me suis soigné à coups de jus de légumes et d'entrecôte de bœuf. Bon, bien sûr la meilleure qualité que je pouvais me permettre financièrement, habitant aux États-Unis, dans les montagnes, à côté d'une ferme où le mec fait du bio, 100% élevé à l'herbe, il connaît toutes ses vaches par le nom et à chaque fois qu'il en tue une, il a la larme à l'œil. Toi, c'est vraiment de la viande top qualité. Donc moi, je me suis soigné pendant 4 mois, jeûne intermittent. Jeûne intermittent, c'est-à-dire tu ne manges pas? Je mangeais que le soir. Ah oui, donc c'est vraiment une fois par jour. Oui, c'est one meal a day. Voilà. OMAD. OMAD, voilà. Donc je faisais un repas par jour à base d'entrecôte de bœuf, de foie de bœuf cru, donc l'entrecôte cuite, le foie cru et de tonnes de jus de légumes. Je n'ai mangé que ça, avec un peu d'huile d'olive et un peu d'ail cru, pendant 4 mois. D'accord. Et au bout de 4 mois, qu'est-ce que ça donne? Au bout de 4 mois, je fais ma dernière IRM avec PET scan, analyse, etc. Et là, l'oncologue m'accueille avec un grand sourire et il me dit « Monsieur Évrard, j'ai rarement dit ça dans ma vie. En général, soit les gens sont toujours malades, soit ils sont en rémission. Mais vous êtes guéri, il n'y a plus aucune trace de cancer. C'est comme si vous n'en aviez jamais eu. » D'accord. Impressionnant. En 4 mois de temps? Ouais, en 4 mois exactement. C'est-à-dire qu'en janvier 2021... Le 9 janvier, donc le 10 septembre diagnostiqué, je commence tous mes trucs, et le 9 janvier, 4 mois après, jour pour jour, il n'y avait plus rien. Oui, je te l'ai déjà dit, mais là je le redis à la caméra, moi je suis quand même bluffé par la vitesse du processus. Voilà, souvent quand même on est sur des échelles de temps qui sont au moins le double, quoi, 8-10 mois pour arriver à avoir un résultat probant, voire des fois beaucoup plus de temps. Alors c'est toujours pareil, ça dépend du terrain, ça dépend... J'imagine qu'on t'a déjà fait la remarque que c'était rapide. Oui, les médecins déjà. Et tu mets ça, toi, intuitivement, tu le mets sur quoi? Enfin, qu'est-ce qui te paraît avoir été le facteur déterminant? Bon, alors pour moi, évidemment, c'est le premier truc, c'est le jeûne. Le jeûne long, c'est clair que ça a été vraiment le facteur le plus important à mon avis. Et je pense que le mental et tout ce que j'ai appris du monde des arts martiaux, puisque dans ma vision des arts martiaux, l'art martial, si c'est pour apprendre à quelqu'un à mettre un coup de pied, un coup de poing, voilà, n'importe quel abruti en 30 secondes, tu peux lui apprendre les arts martiaux, il n'y aurait pas d'intérêt. L'art martial, c'est aussi une philosophie, une hygiène de vie, un lien direct ou indirect avec la médecine traditionnelle chinoise, avec la philosophie, peut-être même la philosophie bouddhiste. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui ont fait que, voilà, mon mental, j'ai été vraiment... down pendant 3 jours, les 3 jours où on m'a annoncé le cancer, j'ai été vraiment au plus bas. Et au bout de 3 jours, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit 3 choses. C'est ce que je dis tout le temps quand je raconte l'histoire. Je me suis dit 1, ce cancer ne me tuera pas. 2, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et 3, que l'aliment soit ta médecine. Et ces 3 choses-là, voilà, je les ai ancrées dans ma tête. C'était ton point de vue. Voilà. Bon, alors, attention, quand je raconte l'histoire, ça paraît très, très guerrier, très samouraï. Il y a eu plein de hauts et de bas. J'y crois pas. Je vais crever, je vais pas crever. Je vais faire de la chimio, je vais pas en faire. Oui, d'ailleurs, ça a été l'ascenseur émotionnel. Tu as fait en cours de route 3 séances de chimio. Oui. D'ailleurs, j'ai été très impressionné parce que tu me disais, que je me trompe pas, que pendant le jeûne, tu avais perdu 4 kilos. Oui. Et en 3 séances de chimio, tu as perdu 21 kilos. Ouais. Et donc, tu les as fait quand, ces séances de chimio, et pourquoi? Alors, j'ai fait mon jeûne fin septembre, début octobre.
tout le mois d'octobre, j'ai compté sur la nutrition et sur ce que je faisais à côté. Je faisais tout un tas de choses, hein, respiration, bain glacé, mini trampoline, tai chi, méditation. Et donc je comptais vraiment là-dessus, mais la douleur ne diminuait pas à la vitesse que j'espérais. Et j'étais dans un état de souffrance qui était abominable. Je dis souvent que sur une échelle de 1 à 10, si 10 tu peux plus et tu te jettes par la fenêtre, j'étais à 9.9, 24 heures sur 24. Donc ça a été vraiment très très dur. Oui, tu m'as dit que c'était lié au fait que la tumeur se développait sur un nerf. Ouais, c'est ça. Apparemment, la tumeur était en plein sur un nerf et c'était terrible. Et donc, je suis retourné voir l'oncologue pour voir s'il pouvait faire quelque chose avec des antidouleurs, avec de la morphine. Ils ont tout essayé et rien n'a marché. Donc là, il m'a proposé 6 séances de chimiothérapie. Et il m'a dit, je peux quasiment vous garantir que ça va calmer la douleur. Donc j'ai dit, ok, on y va. Et au bout de 3 séances, j'avais plus mal. Donc je suis allé le voir et je lui ai dit, on arrête. Oui, tu n'avais plus mal et tu m'as dit que ton état, c'était quand même, tu avais perdu beaucoup de poids, en fait, ton état se dégradait. Ouais. Donc j'avais plus de mal, ça c'était vraiment le bon côté des choses. Sur le plan symptomatique, il y avait vraiment une amélioration. Par contre, sur le plan du terrain et de la manière dont je réagissais, je sentais que j'étais en train de me faire empoisonner. D'accord. Donc mon corps n'en pouvait plus, je pouvais à peine marcher, je pouvais plus rien faire. C'était vraiment l'époque où même le tai chi m'était quasiment impossible. Et j'ai perdu presque 20 kilos parce que j'étais à 70 kilos au début de cette aventure. J'ai perdu quelques kilos avec le jeûne et le reste pour me descendre à 49 kilos en fin de chimio. Donc j'ai perdu 17-18 kilos. En 3 séances de chimio. En 3 séances. Et se passer sur un mois et demi. Hein. Ça n'a pas été non plus 3 séances de suite. Mais ça a été compliqué. Et comme tu le disais, ma première séance de chimio, j'ai jeûné, puisque j'avais trouvé toutes les recherches de Walter Longo sur le jeûne et la chimio. Donc j'ai fait un jeûne le jour d'avant, les 3 jours que durait la chimio. Donc le premier jour, c'était à l'hôpital, et ensuite 2 jours chez moi avec une chimio portable, et le jour d'après. Et première séance, aucun effet secondaire, rien du tout, pas de vomissement, pas de perte de cheveux, enfin rien. Oui, pas de coup de fatigue, pas de coup d'épuisement. Rien du tout. D'accord. Deuxième séance, j'étais un peu curieux et j'aime bien tester sur moi, donc je me suis dit je vais pas jeûner, je vais faire un tout petit repas, cétogène, clean, mais je vais pas jeûner. Pour voir si c'est mon corps, est-ce que c'est peut-être mon passé martial, mon système immunitaire. J'ai été malade, mais tu peux pas savoir. J'ai vomi partout dans la maison, j'avais des maux de tête, j'ai eu une occlusion intestinale. Enfin bon, ça a été l'horreur. Et évidemment, 3e séance, je me suis pas gêné, j'ai jeûné et rien. Rien du tout. Aucun effet secondaire. C'est impressionnant de pouvoir valider par l'expérience à ce point-là, enfin finalement, ce qui est dit, hein, ce que je répète moi dans mes vidéos, mais c'est vraiment très très impressionnant. Et donc, janvier 2021, tu es officiellement déclaré guéri. Oui. Le corps médical, comment il réagit ? Écoute, mon médecin me dit que même en suivant les protocoles classiques, il avait jamais vu de guérison aussi rapide. Donc il était content pour moi, hein, il a été vraiment sympa, ouvert d'esprit. Par contre, quand je lui ai proposé de faire une petite conférence pour ses collègues sur la manière dont je m'y étais pris, il m'a dit non, catégorique. Il n'était pas du tout intéressé. Ce qui est peut-être intéressant, toujours dans un esprit vraiment de transparence et d'honnêteté, il y a 2 choses que je voudrais souligner. La première, c'est que en décembre, j'allais donc beaucoup mieux, la douleur était partie, je commençais à vraiment pouvoir refaire du sport, etc. Et ma mère est venue nous visiter en Caroline du Sud. Et ma mère est pâtissière Michelonnet. Donc ça a été des tentations, surtout que j'allais mieux. Donc pendant toute la période entre Noël et le jour de l'an, pendant une semaine, j'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé du riz, j'ai mangé tout ce que je m'étais interdit pendant tout ce temps-là. Pendant une semaine, je suis, comme disent les Américains, je suis tombé du wagon. Et à l'issue de cette semaine, j'allais parfaitement bien. J'avais rien de pire qu'avant, tout allait bien. Mais à moins d'1 mois, j'avais ma prochaine IRM de contrôle. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à me dire, putain, ça va revenir, la tumeur, elle a regrossi. Donc, je me suis relancé dans un jeûne de 21 jours. Juste en préparation de cette IRM. Et figure-toi que, n'étant plus au pied du mur, j'ai craqué. Et du coup, j'ai fait un jeûne sur 5 jours et je mangeais le week-end. 5 jours, manger le week-end, 5 jours, manger le week-end. Et ça sur 21 jours. Ce qui est déjà pas mal. Donc c'est déjà une belle démarche. Ça a été un jeûne en semaine, jeûne à l'eau en semaine. Et j'ai mangé un repas par jour, cétogène, bio, etc. le week-end. D'accord. Et à l'issue de ça, j'ai fait ma dernière IRM. J'y allais quand même pas tout fier parce que ma semaine psychologiquement m'avait fait un peu peur, ma semaine de triche. Et
Et c'est là où il m'a annoncé qu'il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Non, non, plus rien. Plus rien au niveau du cancer. Après, encore une fois, j'essaie toujours d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours des douleurs légères, mais selon ce que je mange, j'ai toujours une grande sensibilité à la nourriture. Si je mange des féculents, si je mange des céréales, si je mange du sucre, je vais vraiment... au niveau du côlon. Ouais. D'accord. Je vais avoir du mucus, je vais être soit constipé, soit des diarrhées, et je vais avoir des douleurs. Donc il faut vraiment que je sois nickel au niveau de mon alimentation pour vraiment me sentir bien. Donc je ne me considère pas guéri, je n'ai plus de cancer, mais ce que toi tu appelles très justement la régénération, je suis encore en plein boulot. Oui, bon après... Un cancer, ça vient pas de nulle part, donc il y a quand même une accumulation toxique d'une certaine manière. Et donc, voilà, on est en 2022, c'est 1 an et quelques après, 1 an et demi après. Ça peut prendre un peu de temps de toute façon. Ouais. Et les médecins m'ont prévenu, ils m'ont dit, nous on voit des gens qui continuent d'avoir des problèmes quand ils sont en rémission, ce qu'eux appellent en rémission, jusqu'à entre 3 et 5 ans. Il m'a dit, c'est tout à fait classique entre 3 et 5 ans de galérer, quoi. Et il m'a dit, bon, vous n'êtes pas, je vous considère pas en rémission, je vous considère guéri, mais attendez-vous à ce que... C'est un mot fort qu'il a utilisé. Ouais. Et il me l'a dit, il m'a dit, c'est un jeune médecin, ça fait 20 ans qu'il est oncologue. Il m'a dit, en 20 ans, j'ai jamais utilisé ce mot-là avec un patient qui vient juste de terminer sa guérison. En général, on leur dit tous, vous êtes en rémission, il faut vous surveiller, il faut faire attention, etc. Moi, ils m'ont dit... au revoir, il m'a serré la patte, il m'a dit au revoir et bon, bonne chance pour la suite. Ouais, excellent. Voilà. Une coloscopie et une IRM par an, et puis voilà, c'est tout. Le reste du temps, je veux pas vous revoir. Bravo. Joli chemin, impressionnant. Et en même temps, comme je le dis toujours, un exemple, c'est un exemple au sens où c'est inspirant. Après, voilà, c'est comme je disais, 4 mois pour voir un cancer, une tumeur de 10 cm disparaître, c'est quand même assez unique. Voilà, les gens qui regardent aussi, ceux qui peuvent avoir développé un cancer et qui s'ils n'ont pas les mêmes résultats dans le même temps, qui ne soient pas désespérés. Voilà, chaque corps, chaque terrain est différent et a son temps pour guérir. Mais en tout cas, voilà, au travers d'un exemple comme ça, on montre encore une fois, si c'était nécessaire, si tant est que c'était nécessaire, que le chemin il est possible. Oui, le chemin il est possible, sans mutilation, parce que c'est ça le truc, c'est que certes, on pourrait te dire, voilà, tu aurais pu avoir le même résultat avec une chimiothérapie. Peut-être. On ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas faire les deux expériences à la fois. Ouais. Par contre, ce que tu sais, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est que avec un traitement relativement classique, l'impact sur le corps est quand même nettement plus lourd. Ah oui. La chimiothérapie, plus la chirurgie, enfin voilà. Si tu te retrouves avec une poche pour faire caca, c'est toute ta qualité de vie qui est dégradée pour tout le restant de ta vie, quoi. Donc voilà, c'est pas anodin. Ouais, tout à fait. Et non seulement il y a la qualité de vie, mais il y a aussi l'espérance de vie ensuite. C'est-à-dire que eux, tu le sais très bien, les statistiques d'espérance de vie après chimio sont faites sur 3 ans. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'à 5 ans, la courbe elle chute dramatiquement. Donc, au vu de ce que j'avais fait en faisant mes recherches, et ce qu'on dit tout le temps avec Guy, c'est que nous nous sommes sauvés en faisant confiance à la science et à la biologie, mais surtout pas à la médecine. Et il faut bien comprendre que c'est deux sciences vraiment différentes et qu'entre les deux, il y a un gouffre, et dans ce gouffre, il y a quand même l'industrie pharmaceutique. Oui. Donc, c'est très important de le dire, parce qu'effectivement, on se rend compte même que souvent, il y a des brèches en termes de recherche scientifique, où ça va très très loin en termes d'alternatives validées, et qui ne sont pas du tout pris en compte par le soin médical. Tout à fait. Bien sûr. Mais moi, je l'ai vu en faisant mes recherches, que ce soit Maurice Israël, Laurent Schwartz, Walter Longo, Thomas Siegfried, tous les grands biologistes, chercheurs de pointe sur le cancer disent tous la même chose, quoi. Le jeûne, l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, évidemment. Et par contre, lorsque tu en parles au médecin, il n'en a jamais entendu parler. Bon. Il y a eu donc tout à l'heure tu me demandais les grands points clés de cette guérison, et pour moi le jeûne a été vraiment quelque chose de très important. Le deuxième, c'est la découverte de tes vidéos. Et donc on a un ami commun, James, qui m'a dit écoute, va voir les vidéos de ce type, ça peut t'aider. Vous êtes vraiment dans la même lignée, vous avez même beaucoup de points communs. Ça peut vraiment te filer un coup de main sur ce que tu fais déjà. Et donc j'ai découvert tes vidéos, ça a été la révolution. Et je m'en suis inspiré non seulement comme outil de guérison, mais comme support psychologique. Et là, les gens n'ont pas idée à quel point
ça peut être super important. C'est-à-dire que moi, je regardais tes vidéos, je ne vais pas dire en boucle parce que c'était pas à longueur de journée, mais tous les jours, même des vidéos que j'avais vues 100 fois, je les re-regardais pour l'énergie que tu m'envoyais, que tu m'inspirais, et pour la phrasologie que tu utilisais. Et à beaucoup de personnes, j'ai répété les phrases que toi, tu m'as répétées via ces vidéos, que le vivant est auto-réparant, que rien n'est incurable à partir du moment où tu mets le corps dans les conditions propices. Et toutes ces petites phrases que tu répètes à longueur de vidéo, elles m'ont sauvé, elles m'ont nourri, elles m'ont guéri. Ça faisait vraiment partie. Et dès que j'avais le moindre doute, et il y en a eu énormément, hein, c'était l'ascenseur émotionnel pendant au moins 2-3 mois. Et à chaque fois que ça n'allait pas, allez, le vivant est auto-réparant. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais c'est très très important. Dans un chemin de guérison, on mesure rarement à quel point notre système de croyance et le fait simplement de croire que c'est possible est important. Et c'est vrai que moi, au travers de mes vidéos, enfin je l'espère, et ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Je dis souvent, en tout cas personnellement, je crois qu'elles sont plus importantes par l'espoir qu'elles peuvent redonner que par même les conseils pratiques que ça peut donner. Voilà, c'est intéressant. Ouais, alors Vita, là, il va y avoir un souci, ma chérie. Non, ça va pas le faire. Non, elle vient à chaque vidéo, elle vient s'inviter à chaque vidéo. Bonjour Vita, tiens, tu dis un petit mot. Voilà, bonjour. Allez, maintenant tu descends, ma belle. Allez, hop. Oui. Elle vient une fois, mais après. Mais voilà, donc les conseils, ça fait une partie, mais c'est d'abord avant tout la motivation et le fait d'y croire. Le fait d'y croire vraiment. Qui est vraiment une dimension essentielle de la guérison. Donc, voilà. C'est clair. Et ton témoignage, c'est en ce sens-là qu'un témoignage n'est pas quelque chose de reproductible, mais par contre, en termes de motivation pour y croire et faire en sorte que voilà, on aille vers ça, c'est très important. Ouais, tout à fait. Et non seulement la psychologie est critique, hein, comme je te l'ai dit, le jour où j'ai décidé que ce cancer ne me tuerait pas, ça a été une certitude. Oui. Avec des moments de doute, hein, comme je l'ai dit, mais vraiment une certitude. Et à partir de là, donc j'ai découvert tes vidéos, énorme support psychologique, énorme support intellectuel avec ces phrases, et bien sûr ensuite physiologique. Donc j'ai commencé à faire énormément de jus de légumes. Je savais, hein, j'ai toujours su que dans le légume, dans le fruit, il y avait énormément de choses qui étaient bénéfiques et voire ce qu'on appelle anti-cancer. Mais moi, je ne supportais plus les légumes. L'intestin était tellement inflammé que je ne supportais plus du tout les fibres. Et la plus grosse douleur que j'ai ressentie pendant ces 4 mois, ça a été après une assiette d'épinards. Donc c'est pour te dire, hein, d'accord. Je me tapais la tête par terre. Donc les fibres, ça a été complètement fini. Et quand j'ai découvert tes vidéos, je me suis dit, je vais pouvoir reprendre peut-être du légume. Et là, j'ai cartonné en jus de légumes, quoi. Ça a été les seuls légumes que je n'ai pas utilisés, c'était les légumes racines pour un temps. D'accord. À cause du sucre toujours ? Oui, à cause du sucre, en étant vraiment très strict sur mon régime cétogène. Et par contre, du moment où ils m'ont dit que la tumeur était partie, dès janvier, là, j'ai carburé au jus de carotte. Tu t'es fait plaisir, tu t'es rattrapé un petit peu. Ouais, jus de carotte, mais quand je te dis, j'achetais des kilos de carottes chez le fermier de 10 kilos. Et en 2 semaines, c'était fini, quoi. Il fallait que j'aille en racheter. Donc j'ai vraiment carburé au jus de carotte betterave. Et le premier été où vraiment je me suis senti bien, là, ça a été la redécouverte des fruits. Bon, en Caroline du Sud, hein, pêche, brugnon, pastèque. Oh là là. Le premier morceau de pastèque que j'ai mis dans ma bouche après presque 1 an sans sucre. Ça doit être incroyable. Oh là 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 là. Ouais, puis c'était le goût de la victoire aussi, le goût de la vie, le goût de la rémission, le goût de... Parce que voilà, tu le dis bien toi-même, mais dans ta famille, quand même, le cancer du côlon, c'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... C'est un diagnostic qui est lourd. Ouais. Moi, j'ai vu mon grand-père finir sa vie avec une poche. Et non, quoi. C'était impossible à envisager. Et même à un moment donné, je me suis dit, quitte à partir, je préfère partir, mais je ne vivrai pas comme ça, quoi. Ton expérience, maintenant, tu la partages. Tu as une chaîne YouTube. Ouais. Tu le partages aussi beaucoup avec notre cher et tendre Guy Tannenbaum, le samouraï Guy Tannenbaum, dont on évoquait la pensée tout à l'heure avec beaucoup de sympathie, on va dire. C'est un personnage très très attachant. Et à vous deux, effectivement, vous faites beaucoup actuellement pour que l'idée que un cancer, ça peut se soigner autrement qu'avec une chimiothérapie, ou en tout cas, c'est pas la réponse, elle n'est pas monolithique. Vous faites énormément pour ça et je vous en remercie. Vraiment, merci, c'est gentil. Comme tu étais de passage, je t'ai proposé de faire un petit question-réponse avec moi. Ouais. T'es parti ? C'est bon. Tu connais le principe des questions-réponses, hein ? Oui. Donc,
je vais lire les questions. J'apporte une réponse, tu apportes une réponse, on réfléchit. Alors, on va repréciser, hein, parce qu'on en a parlé juste avant. Nous ne sommes pas professionnels de santé. Toi, tu es professionnel d'arts martiaux. Oui, mais pas du tout médecin. Voilà, écoute, moi je suis professionnel, je ne sais pas quoi, il faudrait encore que je le détermine, mais en tout cas certainement pas de santé. Donc en fait, le partage qui est là est un partage autodidacte de personnes qui sont passionnées et qui, au travers de leurs expériences, ont pu faire des expérimentations qui leur ont montré certains chemins. Donc on partage ça. Après, c'est toujours pareil, vraiment... Écoutez-le si vous voulez, mais ensuite faites-en votre expérience. C'est-à-dire, c'est pas à reproduire à l'exactitude. C'est vraiment, c'est des pistes, c'est des indications, c'est des inspirations pour aller voir un peu plus loin et pour expérimenter. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je voulais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié tout à l'heure. C'est que j'ai conscience d'avoir été dans les conditions parfaites pour faire ce que j'ai fait. Et à aucun moment, je me permettrais de dire à quelqu'un, fais pas de chimio ou arrête-toi à 3 séances parce que regarde ce que j'ai fait, ça marche. Non, pas du tout. Ça a marché pour moi et les conditions était exceptionnel. C'est-à-dire que, étant donné que j'avais développé une chaîne d'écoles d'arts martiaux, j'ai des équipes un peu partout dans le monde qui font un boulot extraordinaire, qui m'ont soutenu, qui ont donné les cours, qui se sont occupés de tout. Ma femme a pris tous mes cours. Voilà, j'ai une femme exceptionnelle avec qui j'ai reçu tout l'amour et le support dont j'avais besoin. J'avais pas besoin d'aller au boulot tous les jours. Je vis au milieu des montagnes, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit. Oui. Tous les jours j'étais au soleil, j'étais dans les cascades glacées. Enfin bon, tout un tas de choses que celui qui reçoit un diagnostic de cancer et qui doit aller bosser 8 à 10 heures par jour dans un boulot qu'il n'aime pas, qui a du stress à la maison, qui a du stress au boulot, oui, c'est pas les mêmes conditions. Hein. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Et je le reconnais très volontiers. Tu as su réunir les bonnes conditions, les meilleures conditions pour que le soin puisse advenir. Mais ça s'est fait en amont, c'est-à-dire que j'avais déjà construit, si tu veux, ma vie de manière à ce que avoir de la liberté, avoir du temps pour moi, c'est pour moi la chose la plus importante au niveau de la richesse personnelle et du luxe qu'on appelle le luxe. Pour moi, c'est le temps. Donc le fait d'avoir du temps pour moi, le fait de pouvoir aller me balader, aller aux cascades, aller dans la montagne avec mon chien, avec ma femme quand je le veux, de m'entraîner quand je le veux, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, c'est un luxe que je me suis construit. Et après j'ai surfé sur ce luxe. Et c'est là où j'ai eu de la chance, c'est que cette maladie est tombée une fois que tout ça c'était en place. J'avais les moyens de m'acheter de la viande bio, j'avais les moyens de ne pas devoir aller au boulot le matin, de beaucoup me reposer. Enfin bon, voilà, tout ça s'est construit sur quelque chose qui a pris du temps. Mais voilà, j'étais dans des conditions exceptionnelles pour faire ce que j'ai fait. Et il faut que les gens le sachent, quoi. Il faut en avoir conscience. Oui, non, mais c'est pour ça. Souvent, on ne voit qu'une petite partie congrue de l'expérience de la personne, alors qu'en vérité, il y a tout un contexte. Je me mets à l'aise. Hein. Ah, mais mets-toi à l'aise autant que tu veux, déshabille-toi autant que tu veux. Vas-y. On est entre nous. Allez, je commence avec une question de Bribz, voilà, BRIBDZ. Allergie, bonjour, combien de temps doit-on prendre l'aloe vera, le miel, etc. et à quelle fréquence pour rétablir l'équilibre, donc j'imagine l'équilibre intestinal. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors tu vois, c'est typiquement le genre de question, on en parlait tout à l'heure, dans lequel il est juste impossible de répondre. Et c'est là où vraiment on voit la différence, ou en tout cas les dégâts qui ont été commis par l'approche symptomatique de la maladie, auquel, pour une symptomatologie, pour tout le monde, c'est la même molécule, dans les mêmes quantités. Donc, les gens se disent, je prends 500 mg de paracétamol et ça va mieux, pour tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les latitudes. Donc on est habitué à voir ça et on s'attend à voir ça. Alors que là, on fait la réponse, c'est juste, c'est impossible à dire. Mais moi, je l'ai bien vu avec le cancer, pour le jeûne. Moi, ça a mis 4 mois, Guy, ça a mis 1 an. D'autres personnes, ça va mettre 6 mois. Et les gens sont différents, ont des terrains différents, des histoires médicales différentes, des histoires familiales différentes, des environnements différents. Et ça fait toute la différence. Là, moi, pour une réponse comme ça, tu vois, combien de temps est-ce qu'il faut prendre ça pour rétablir l'équilibre? Et donc, dans un cadre d'allergie, le jour où tu verras que tu n'es plus allergique, tu pourras te dire que tu as fait une partie du travail. En même temps, ça ne veut pas dire que tu as rétabli complètement la santé parfaite de tes intestins. C'est juste que tu l'as rétabli suffisamment pour que la symptomatologie qui était le facteur déclencheur de ta démarche vers de la santé disparaisse. Mais c'est juste ça. Tout à fait. Donc ça ne veut pas dire que tu es arrivé, ça ne veut pas dire que tu as la parfaite santé, parce que la santé est pour moi un chemin qui quelque part n'a pas de fin. C'est-à-dire c'est un chemin pour coller avec le vivant en nous,
qui, je pense, de toute façon, personne n'arrive à vivre 100% en connexion avec la vie en lui. Donc chaque année, c'est un peu plus d'avantages, on est de mieux en mieux, puis il y a des coups, il y a des aléas, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas, des coups du sort, des coups de stress, des coups de... Voilà, et puis on essaye de rétablir ça tant qu'on peut, comme on peut, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un absolu. Mais combien de temps, impossible à dire. Ouais, non, impossible à dire. Bah, regarde-moi, hein. En 4 mois, le cancer avait dégagé. Maintenant, ça fait 2 ans. Oui. Et je me bats toujours contre une inflammation intestinale. D'accord. Donc voilà, ça prend du temps. Là. Tu m'avais dit une fois au téléphone, on s'était parlé, et tu m'avais dit 80% de la guérison, la partie la plus spectaculaire, tu l'as déjà fait. Les 20%, ça peut prendre du temps. Oui. Il faut laisser le corps le temps de se régénérer. Il a des choses à faire. C'était d'autant plus important de te le dire parce que... toi, ça avait vraiment été spectaculaire en 4 mois, tu vois. Et donc, le fait qu'il reste des symptômes résiduels peut être très démotivant. Ouais. Parce qu'on se dit, punaise, j'ai fait disparaître une tumeur. Enfin, en tout cas, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que la tumeur disparaisse. C'est énorme, c'est quand même assez miraculeux dans notre société. Et puis, il y a tout le reste qui, ouais, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien non, c'est la partie du boulot qui est lente, la partie sur le terrain, et c'est très lent. Moi, je vois... rétrospectivement, moi, ça fait 15 ans que j'ai eu voilà, mon gros arrêt de santé. Et chaque année, je vois qu'il y a une transformation du terrain davantage qui se fait. Et chaque année, ça va mieux et ça continue. Ça continue le processus. C'est certain que l'essentiel a été fait, mais il y a encore un processus de dégradation, comme on dirait, en tout cas, qui est l'inverse de la dégradation. Donc voilà, c'est un processus long et... Puis voilà, pour toi aussi, il va falloir le temps que ça cicatrise à ce niveau-là, que l'inflammation elle diminue. De toute façon, un cancer comme ça au niveau du côlon, ça ne surgit pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a déjà un état inflammatoire très très avancé. Et donc voilà, la manifestation symptomatique a disparu, tant mieux. Ça veut dire que l'espèce de compte à rebours qui était voilà, la dynamite chargée, quoi. Bon, maintenant, il a été un peu éloigné de toi. Par contre, il y a encore un travail, et c'est très bien parce que ça t'oblige aussi à aller de l'avant et à faire attention à ce que tu fais. Tout à fait, parce que l'inflammation est toujours là, beaucoup moins qu'avant évidemment, mais je suis toujours en train d'essayer de régler ce problème-là. Et on sait très bien qu'une inflammation chronique maintenue sur du long terme, c'est la porte ouverte au cancer. Oui. Donc j'ai pas envie de refaire la boucle et de rebasculer dans l'autre sens. Oui, et puis surtout, inflammation dans les intestins, inflammation dans le cerveau. Tu sais, il y a je cite souvent... depuis, je sais pas, mais... Non, mais il y a une expression aux États-Unis, ils disent « fire in the gut, fire in the brain ». Donc voilà, c'est une inflammation intestinale qui perdure trop longtemps. Avec l'âge qui vient, ça peut conduire aussi à un état inflammatoire au niveau du cerveau. Puis alors, état inflammatoire au niveau du cerveau, on sait que ça veut dire barrière hémato-encéphalique qui est poreuse. À ce moment-là, translocation bactérienne. Et puis voilà, après, tout un tas de symptomatologies qui peuvent être liées à une atteinte du système nerveux central. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut régler. Voilà, il faut le régler. Et à la limite, les symptômes que tu as actuellement, c'est le meilleur aiguillon pour faire que tu te reposes pas sur ta couronne de laurier, que tu te crées ta chaîne de YouTube I Survive Cancer et que tu dises non, attends, je suis pas encore arrivé, il faut encore que je bosse, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'être vraiment transparent avec les gens et de pas leur vendre du rêve, parce que celui qui a la même chose que toi, qui fait que ce que tu as dit, mais il sait pas tout ce que tu as fait à côté, il sait pas que tu as encore un peu de ceci, un peu de cela, que le trajet n'est pas fini, il va être démoralisé. Et pourquoi ça a marché pour lui et pas pour moi? Mais voilà, il faut vraiment être très clair, très transparent, très honnête. Et pour moi, le chemin vers la régénération et la parfaite santé est loin d'être terminé. Et j'y travaille ardument. Et d'ailleurs, depuis que tu m'as que tu m'as conseillé d'utiliser l'argile, en quelques jours, je vois une différence spectaculaire. Oui. Non, en échangeant avec Fred, bien sûr dans un cadre non médicalisé, dans lequel je n'ai aucune compétence pour donner les conseils que je donne. Voilà, vous connaissez tous les... Non, mais blague à part, effectivement, l'argile... Enfin, en tout cas, moi, dans mon chemin en naturopathie, pour avoir croisé des personnes comme Jade Allègre, par exemple, qui est vraiment une fervente je sais plus comment on dit, enfin, une personne qui promeut vraiment très fortement l'utilisation de l'argile, c'est un cicatrisant fabuleux, l'argile, en interne en particulier, en externe, mais en interne. Et donc l'utilisation de l'argile en interne pour cicatriser des inflammations digestives, ça me paraît vraiment un très très bon chemin. Mais on m'en avait parlé, hein. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de l'argile il n'y a pas longtemps en plus, tu vois, dans les mois derniers. Et ça n'avait pas percuté, comme quoi inflammation des guts, inflammation du brain. Non, mais au niveau intestinal, c'est argile, aloe vera, le miel aussi qui est un formidable cicatrisant. J'utilise le miel maintenant. Voilà, argile, aloe vera, miel.
J'utilisais charbon actif. Le charbon actif, c'est plus un antipoison en cas vraiment d'empoisonnement de la personne. S'il y a des proliférations bactériennes et puis que ces bactéries, elles relâchent énormément d'endotoxines, ça peut être intéressant de prendre un peu de charbon actif pour les personnes qui se sentent avec une inflammation intestinale, mais avec des symptômes de nervosité, d'agressivité, des choses comme ça, ou de dépression. Bon, le charbon actif peut être intéressant, mais avec ça, déjà, on a une palette thérapeutique qui est absolument extraordinaire et qui est, la plupart du temps, totalement ignorée du corps médical classique. Et pour moi, c'est hallucinant. Tu vois, ne pas utiliser l'argile, par exemple, mais je me dis, il se tire une balle dans le pied. Enfin, il rate un outil de soin, quoi, qui est juste fabuleux, quoi. Ouais. Fabuleux, gratuit. Bon, c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs. On n'est pas étonné. Ouais, voilà. Bon, pourquoi... 1h30 pour la première question. C'est bien, on est dans les temps. Oui, d'accord, non, d'accord, d'accord. Alors, dans la...